Bonjour tout le monde et bienvenue sur Espoir et Dignité TV. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir notre cher ami François Martin pour analyser une actualité brûlante, la décision annoncée par Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine et les répercussions de cette annonce sur les relations franco-israéliennes. Nous parlerons aussi de la situation dramatique à Gaza, de la famine qui frappe la population et des pressions qui s'exercent désormais sur Benjamin Netanyahu, aussi bien de la société civile internationale que de son propre état-major. Merci infiniment, François, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il faudra dire un petit mot de l'Ukraine aussi parce que ce qui se passe, c'est très important à Oui, aussi. tellement le rythme de l'actualité internationale est Oui, accéléré, on n'arrive pas à j'aimerais bien commencer avec toi concernant la position française. Emmanuel Macron a déclaré vouloir reconnaître l'État de Palestine. Beaucoup des interrogations concernant la proposition d'Emmanuel Macron, puisqu'il exige un État sans armée, sans rien du tout, livré à l'État d'Israël. C'est de la comédie de la part de Macron, d'après plusieurs observateurs comme le colonel Jacques Pau, comme aussi beaucoup des juristes comme notre camarade professeur Raphaël Portella, etc. Selon toi, quelle est la portée réelle de cette annonce et comment Israël l'aperçoit-il? Ben, si j'en juge par les réactions d'Israël et en même temps de l'ambassadeur qui a réagi également, de l'ambassadeur des États-Unis, euh, euh, on avait beau dire que Macron, en fait, n'avait pas de pouvoir, que ça n'avait aucune importance, que c'était trop tôt, etc. Si j'en juge par la virulence de la réaction de Netanyahou et de la polémique qui est en train de se mettre en route, j'en tire comme conclusion que Netanyahou perçoit ça véritablement comme un danger. Alors, moi, je dirais que l'important, c'est pas tellement les conditions qui sont attachées à ça, militarisation, démilitarisation, etc., etc. L'important, comme toujours en politique, c'est l'aspect symbolique et l'aspect juridique. L'aspect symbolique, ça veut dire que Israël et les États-Unis vont être un peu plus, comment dire, isolés sur le plan international, d'autant qu'il y a d'autres pays, l'Angleterre, je crois que le Canada aussi, l'Australie, un certain nombre de pays qui vont suivre la France. Donc c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on disait, un petit jeu comme ça sans importance. Pour moi, ça a véritablement une importance. Et l'autre aspect, c'est l'aspect juridique, évidemment. Si la Palestine est reconnue comme un État à part entière à l'ONU avec son siège, pas simplement je crois qu'elle a un statut d'État associé ou qui est pas le statut d'un État proprement dit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle sera reconnue dans ses frontières de 67, et à ce moment-là, ça veut dire que la communauté internationale pourra décider d'envoyer des casques bleus pour protéger son territoire. Enfin, Israël ne pourra pas présenter Gaza et la Cisjordanie comme des territoires qui lui appartiennent. Donc je pense que c'est véritablement un sujet important. Et d'ailleurs, si c'était pas important, Netanyahou ne se serait pas fendu d'une lettre aussi brutale et elle n'aurait pas enclenché une polémique. Je pense qu'on a touché un point très sensible. Enfin, si j'en juge par les réactions, je suis obligé de reconnaître ça. Hein. Donc je pense depuis le début que c'était une bonne chose et je le pense toujours, même si ça n'a pas de répercussions pratiques tout de suite. Ensuite, les modalités, les détails. Qu'est-ce que ça veut dire démilitariser? Est-ce qu'on a droit à sa police déjà? Est-ce qu'on a droit à un embryon d'armée pour se défendre à l'intérieur de son pays? Tout ça, faudra voir les détails, mais l'important
c'est de mettre en avant et puis de montrer que la France se range aux côtés des Palestiniens. Ça, c'est très important. Donc, je trouve que c'est bien, dans tous les cas. Je vais pas bouder mon plaisir de ça, disons. Même s'il y a beaucoup de choses à dire, hein, bien sûr. Oui. Est-ce que aujourd'hui, d'après toi, Emmanuel Macron est capable aussi de créer une dynamique au sein de l'Union européenne en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, s'il est crédible, bien sûr? Ben, il l'a déjà fait. Qu'il a été impliqué dans la création d'une dynamique pro-génocide, une dynamique de légitimation pendant presque une année de l'action israélienne contre la population palestinienne. Je dirais pas ça, moi, parce que la dynamique pro-génocide, mon cher ami, elle existe déjà et elle existe depuis 75 ans, donc elle n'est pas nouvelle. Et Macron n'a pas eu véritablement sauf sa déclaration après le 7 octobre où il disait qu'il fallait une coalition internationale pour chasser, alors il ne parlait pas du Hamas, mais bon, ça n'avait pas il n'a pas une véritable importance dans ce domaine-là et pour moi, il n'a pas été un des moteurs de génocide. Non, c'est Netanyahou et ses sbires qui ont provoqué ça. C'est la continuité de quelque chose qui existe depuis longtemps. Comme je l'ai dit, la tragédie, c'est pas le 7 octobre, c'est ce qui s'est passé après le 7 octobre et ce qui s'est passé avant le 7 octobre. C'est là quelle est la tragédie génocidaire. Donc aujourd'hui, on la découvre. On fait semblant de la découvrir. Ah, mais c'est un État génocidaire, mais c'est un État génocidaire depuis longtemps. Tu le sais aussi bien que moi, la Nakba, c'est quand même 900 000 personnes. Il y avait déjà, dans la Nakba, il y avait déjà toute la suite qui était écrite. Hein. On le sait très bien. Voilà. Et concernant, par exemple, j'ai le sentiment que tu es en train d'essayer d'éloigner la France de l'implication juridique, dans les événements de Gaza. On a vu l'ancien Premier ministre Attal, on se souvient de déplacement d'urgence d'Emmanuel Macron juste après les événements du 7 octobre pour soutenir Israël et pour appeler à la nécessité de créer une alliance internationale contre le Hamas, soi-disant, etc., même après quelques heures, il y avait la contradiction entre la déclaration de Matignon et la déclaration d'Élysée. On se souvient, il y a la mémoire aussi, on se souvient de cette visite de soutien par la présidente de l'Assemblée nationale aussi, qui a été à côté des soldats israéliens avec les signes comme quoi est une réserviste de l'armée du Tsahal et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, on peut l'oublier, soi-disant, voilà la bonne volonté de Macron, il va reconnaître l'État de Palestine. On oublie tout ce qui a... Jalil, il ne s'agit pas d'oublier. On n'oublie rien en politique internationale. Il s'agit de voir ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire où on va, dans quelle direction. Bien entendu, personne n'a oublié ce qui s'est passé. Mais ce que tu me demandes, c'est si Macron a eu un effet d'entraînement significatif au début par rapport au génocide. Je dis non, parce que la France, malheureusement, n'a pas un poids très important. Alors, tu te souviens que sa déclaration sur la coalition internationale contre le Hamas, elle a plutôt même fait rigoler tout le monde et que tout le monde l'a trouvé ridicule. Quant à Yael Braun-Pivet, moi, j'ai effectivement été scandalisé qu'elle y aille, mais elle y a été en disant qu'elle n'y était pas en tant que présidente de l'Assemblée, mais en tant que juive. Donc, si tu veux, tout ça, pour moi, bien entendu, il n'y a pas eu que la France au début. Tous
presque beaucoup de pays du monde ont réagi de la même façon et les Israéliens ont mis en scène le 7 octobre, alors qu'on sait très bien qu'une bonne partie des civils qui ont été tués l'ont été par l'armée israélienne elle-même. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne le savent pas. Mais je ne pense pas, bien sûr que je sais très bien ce que Macron a fait, ce que Yael Braun-Pivet a fait, et d'autres hommes politiques aussi. Mais pour autant, je ne pense pas que dans ce mouvement de génocide, l'action de Macron ou de Braun-Pivet a été un élément significatif et accélérateur de la chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il ne s'agit pas d'oublier, mais si tu veux, ce que tu regardes en politique, c'est pas, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire avec les uns ou avec les autres. Moi, si Macron a dit des conneries, je vais dire, il y a 2 ans, et que maintenant il pousse dans la bonne direction, je vais pas aller réveiller ce qu'il a dit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit maintenant, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut tirer de positif pour la cause palestinienne aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Mais évidemment, j'ai la même mémoire que toi, je sais très bien ce qui s'est passé. Mais je mets l'accent sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui me semble le plus important. Oui. Par ailleurs, et pour finir, on sait très bien que les hommes politiques sont des girouettes et qu'ils disent une chose un jour et le contraire le lendemain. Donc, si on ressort tout ce qu'ils ont dit, on ne trouve pas de ligne directrice. L'important, c'est de savoir quelle est leur ligne directrice. Moi, je pense que Macron, aujourd'hui, a fait un véritable virage pour des raisons diverses, dont des raisons évidemment de tactique politique, parce qu'il se rend compte que c'est plus payant de dire ça et de défendre ce combat-là que le contraire. Mais je pense qu'il va poursuivre. Et si moi j'étais à sa place, je verrais comment ça bouge tout autour, alors que lui, il essaye de se relégitimer parce qu'il est profondément délégitimé. Moi, je poursuivrais de toutes mes forces, parce que je me dirais, là, j'ai une raison d'exister, alors que par ailleurs, quand on regarde la politique française, il est plutôt un roi nu sur un champ de ruines, je dirais. Voilà, c'est un peu ça, hein, malheureusement. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler d'une rupture diplomatique possible entre Israël et la France, ou reste-t-il dans une tension maîtrisée? Ah ben oui, bien sûr, il n'y aura pas de rupture, évidemment. Enfin, Macron sait très bien quelle est l'importance de la communauté juive en France. Alors, il essaye de trouver une voie moyenne en disant on reconnaît la Palestine, mais je ne sais pas quels sont les termes qu'il a employés, mais il n'a aucun intérêt à faire monter la sauce, quitte à se fâcher gravement avec. Alors, il a quand même employé le mot abject en disant que l'accusation était abjecte, donc c'est un mot quand même qui est assez fort, mais pour moi, ça reste en partie quand même, en partie seulement, mais en partie du cinéma, cette affaire. C'est pas, je vois pas la France se fâcher avec Israël, enfin, je serais assez étonné. Hein. Non, je le vois pas. Et je vois pas, je pense que s'il y a un pays qui peut peut-être, comme il est dans une stratégie de toute façon de dire de victimisation, puisque c'est sa stratégie traditionnelle, je pense que Israël a peut-être intérêt à pousser de façon à monter la communauté juive française contre Macron et à essayer de se légitimer à travers ça, parce que lui aussi, si on étudie la situation militaire, on va peut-être le faire, Netanyahou aujourd'hui est profondément délégitimé dans la situation actuelle, hein, très profondément délégitimé. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Oui, mais juste avant Oui. ça, si Oui. tu permets, François, j'aimerais avoir ton point de vue concernant les déclarations et les réactions de quelques franco-israéliens. Oui.
Mia Habib, la porte-parole, cette fameuse avocate qui a été pendant 10 mois sur les frontières avec Gaza, en appelant à détruire Gaza et affamer la population de Gaza. Maintenant, elle circule librement en France et tout. On a vu ces réactions de ces personnes insultantes, une réaction insultante envers la France, envers les symboles de l'État français, etc. Zéro réaction même de la part de l'autorité française. Si un Algérien, un Franco-Algérien a déclaré ça en disant Macron, vous êtes comme ça, vous êtes qui pour insulter l'Algérie et tout, dès le lendemain, il est dicté fiche S, saisie, etc. Ce double standard, ces gens protégés pendant des mois, ils ont été protégés même avec des messages d'apologie de terrorisme, de crimes de guerre, etc. Comment tu expliques ça, François? Alors, moi d'abord, je n'ai pas vu que les membres de la communauté algérienne française, à part les déclarations de Retailleau, etc., par rapport au gouvernement algérien, je ne vois pas que les ressortissants français d'origine algérienne soient vraiment, comment dire, soient harcelés, poursuivis, etc., etc. Je ne le vois pas. Les gens qui sont des fichiers S le sont soit pour des raisons d'apologie du terrorisme effectif, parce que il faut pas cacher que ça existe aussi, soit parce qu'ils tiennent des discours dans les mosquées qui sont graves par rapport à la politique française ou la démocratie, mais ça c'est autre chose. Mais je crois que alors par ailleurs, il est vrai aussi que si tu veux, par rapport au conflit palestinien, effectivement, si tu prends officiellement la défense de la Palestine, surtout si tu fais pas partie de LFI, du groupe de Mélenchon, etc., on a tendance à t'embêter. On n'a pas tendance à t'embêter parce que tu vas être d'origine algérienne. On va t'embêter parce que on va te dire que tu défends pas la ligne du gouvernement. Mais le gouvernement, dans ce sens, est complètement schizophrène. Parce que d'un côté, si moi je fais des déclarations comme je le fais, je peux me faire, comment dire, peut-être pas arrêter, mais convoquer comme l'ont été des gens comme Youssef Indy ou des gens comme ça. Et puis par ailleurs, on voit très bien que il y a une certaine forme de protection de ces gens, comme j'ai cité Barbara Lefebvre dans une autre, ou il y a des déclarations de beaucoup de philosophes ou d'intellectuels français qui, pour moi, sont comment dire, sont graves. Donc, moi, je m'attendrais à tout le moins à ce qui, si tu veux, si on veut vouloir éviter dans un esprit d'apaisement que le ton monte entre les gens qui défendent l'État d'Israël et les gens qui défendent la Palestine. À ce moment-là, si on dit aux uns maintenant vous vous taisez, ou si on essaye de leur faire un peu peur, on essaye de faire peur aux autres aussi pour éviter que ça s'enflamme, tu vois ce que je veux dire. Or, c'est pas ce qu'on fait, visiblement. Enfin, il y a véritablement un deux poids, deux mesures. Et là, je te rejoins par rapport à la défense des uns ou des autres dans ce conflit. Enfin, et depuis le changement de position de Macron, cette attitude du gouvernement est de plus en plus schizophrène. Enfin, de plus en plus schizophrène. Je sais, pour pas le nommer, qu'un de mes amis qui a été convoqué par les services de police pour soi-disant pas apologie, mais pour simplement en tant que témoin pour essayer de le piéger, ben il leur a dit attendez, vous pouvez pas me reprocher à moi de dire ce que je pense sur la Palestine alors que le président lui-même
s'est déclaré en faveur de l'État palestinien. Attendez, il n'y a pas une contradiction là. Et les policiers ont été un peu embêtés, évidemment. Oui, par les brigades antiterrorisme. Voilà, je ne citerai pas le nom de la personne pour pas la mettre en cause, mais je veux dire, la contradiction était flagrante. Voilà. Oui. Oui. Donc, et là, c'est pas la dernière des contradictions de notre gouvernement, hein. Oui. Mais c'est ahurissant. Oui. François, les rapports des Nations Unies ont confirmé l'existence d'une famine imminente à Gaza. Comment cette catastrophe humanitaire, d'après toi, pèse-t-elle sur l'image d'Israël dans le monde? Ah ben, elle pèse d'une façon effroyable. J'ai dit depuis le premier jour que la principale arme des Palestiniens, c'était leur façon, c'était leur maîtrise des médias, hein, leur façon de mettre en scène leur combat et leur souffrance, puisque leurs souffrances font partie de leur combat. Et ça, je trouve que c'est l'élément principal dans lequel ils ont montré qu'ils avaient hors de toute, hors de toute vision affective des choses, si j'en juge du point de vue purement matériel, un professionnalisme médiatique qui a coulé complètement la médiatisation israélienne. Les Israéliens reconnaissent eux-mêmes que c'est dans ce domaine-là qu'ils ont perdu la guerre, si on peut dire qu'ils ont perdu la guerre. Et je le pense. Donc, évidemment, la famine en rajoute. Et moi, je le dis depuis le début, ou on sait depuis le début, quand ils disaient on va couper l'eau, la nourriture, etc. Ça fait plus d'un an qu'ils disent ça. Ils l'ont pas fait tout de suite, mais ils l'ont dit. Et dès qu'ils l'ont dit, je me suis dit, bon, ça sera le coup de grâce, parce que le jour où les médias locaux annonceront qu'en une journée, il y a eu 1000 morts de faim, tu veux, pour Israël, c'est fini. Donc, ils essayent de dire, il n'y a pas eu de famine, on laisse rentrer, mais c'est les associations humanitaires qui ne rentrent pas les trucs. Bon, ça trompe personne. C'est de la blague et personne ne les croit. Donc là aussi, ils ont perdu complètement cette bataille. Ils ont perdu absolument cette bataille. C'est évident. Ils s'enfoncent un peu plus à chaque fois. Et comme en fait, ils veulent pas, parce qu'ils poursuivent une stratégie, en fait, c'est quoi? Ils ont annoncé 2 buts de guerre. L'un, c'est l'éradication du Hamas et l'autre, c'est la libération des otages. Bon. Et au fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit que ces 2 buts de guerre ne sont que des prétextes, c'est pas des buts de guerre, et que le véritable but de guerre, qui est annoncé par les déclarations qui consistaient à dire c'est des animaux humains, une bombe atomique serait une option, comme a dit Smotrich, on va les affamer complètement. Un ancien ministre qui déclarait il y a quelques jours en disant nos véritables ennemis, c'est les enfants. C'est ceux-là qu'il faut tuer en priorité. Parce que si on les tue pas, dans 10 ans, ils deviendront des soldats du Hamas. Donc, il faut tuer les enfants et les mères en priorité. Voilà. Donc, si tu veux, à travers toutes ces déclarations, se dévoile un objectif, et à travers ce qu'on voit, le fait de tirer sur les personnes à qui on vient, et on pose les trucs par terre et ils viennent essayer de se servir comme ils peuvent et on tire dessus. Enfin, je refais pas toute l'affaire, mais on voit que le véritable objectif, c'est ou de les tuer tous, ou de les chasser tous. C'est ça l'objectif, si tu veux. Et quelque part, Netanyahou s'est dit, je ne sais pas dans quel rêve fou il pense qu'il va pouvoir mettre ça en place jusqu'au bout, sans que personne véritablement ne cherche à le punir. Et ça, c'est sidérant. Et pour moi, une des choses qui me sidère le plus, c'est qu'il y a eu 19 paquets de sanctions, 18 ou 19 paquets de sanctions contre la Russie. Et là, on est encore en train d'attendre le premier paquet de sanctions. Enfin, je suis absolument sidéré
par la, c'est pas de la timidité, c'est même pas de la peur, je sais pas ce que c'est ahurissant. Alors, tu as des déclarations, on va vous sanctionner, et la France, on va pas pouvoir continuer, puis en même temps, tu apprends que la France livre des armes, alors elle dit non, non, on livre pas d'armes, mais en fait, elle livre des pièces détachées d'armes, donc elle livre des armes, l'Allemagne livre des armes, tu vois, bon, euh, où est-ce qu'on est là, tu vois? Donc, dans ce tableau-là, il est évident que le fait d'affamer, alors, combien de temps faudra-t-il? Je pense qu'à un moment donné, ils vont ouvrir, ils vont être obligés d'ouvrir les vannes en grand, mais ce que je crains, c'est que ça sera trop tard, parce que ce que te disent les médecins, c'est que, en fait, quand il y a des situations de famine qui s'installent avec des personnes qui sont profondément affectées par la famine, même si tu fais rentrer de la nourriture et si tu nourris les gens, donc s'ils sont dans un état de dégradé trop fort, ils finissent par mourir de toute façon. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on ait assez, qu'on va avoir l'annonce, tu vois, qu'un jour, qu'il y a eu 200 morts, 500 morts, 1000 morts de faim. Ce jour-là, le monde entier va exploser. Et ce jour-là, Trump, on va parler de Trump après, mais Oui, Trump va plus pouvoir jouer le. Ukraine et Gaza juste à la fin. Mais j'aimerais, si tu permets. Voilà, c'est ce que je pense, moi, de la Oui, famine. Je pense que c'est le. Je pense depuis le premier jour, hein, où j'ai entendu des déclarations juste au début de l'attaque, donc il y a 2 ans, que ça serait le coup de grâce pour Israël, ça serait véritablement le moment où, parce que là, la comparaison avec les camps de la mort, si tu veux, elle est, euh, elle est, elle est totalement, ce sera les mêmes photos avec les mêmes enfants, avec les mêmes personnes. Donc là, aux yeux du monde, on va se dire non, là non. Voilà. François, François, on entend de plus en plus que Benjamin Netanyahu est critiqué non seulement par la société civile israélienne, Bien mais sûr. aussi par les religieux et même par une partie de son état-major. Dans quelle mesure, d'après toi, ces pressions peuvent-elles influencer sa politique actuelle? Bon, alors ça, c'est un des points les plus importants. Je te remercie de mettre l'accent là-dessus parce que ça, c'est véritablement un point important, si tu veux. Aujourd'hui, le plan, j'ai dit que Netanyahou il faisait des pyramides de Ponzi politique, c'est-à-dire il essayait de cacher ses échecs en montant des opérations plus ambitieuses que la précédente, qui était elle-même un échec, etc., etc. Et on pourra revenir là-dessus pour parler du Liban, pour parler pour parler de la Syrie et pour parler de l'Iran. Mais en ce qui concerne cette opération, il a ordonné à son chef d'état-major de vider Gaza City, voilà, qui est le dernier, je comprends, bastion qui n'a pas été véritablement attaqué à fond. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 million de personnes. Donc, il y a un peu moins de la moitié de l'ensemble de la population qui est dans Gaza City. Donc, dégager de force 1 million de personnes de Gaza City, c'est énorme. Et ça va impliquer l'armée. C'est une opération gigantesque. Alors, d'une part, je pense que c'est pas possible. Et parce qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui doivent être très nombreuses, qui ne sont pas en situation de partir parce qu'elles sont trop affaiblies, confère ce que disaient certains médecins. Et puis surtout, je pense que ça va être un piège absolu pour Tsahal, parce que contrairement à ce qu'on dit et à ce qu'on répète et aux cartes qu'on montre, Tsahal dit qu'il contrôle 75% ou 80% de la surface, mais c'est pas vrai. C'est exactement comme au Vietnam. Les Américains allaient conquérir une vallée, et puis quand ils se retiraient de la vallée, ils recevaient des missiles ou des tirs qui venaient de la vallée, parce que dès qu'ils étaient partis, le Vietnam s'était réinstallé dans la vallée. Ben là, c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe.
puisqu'ils ne contrôlent pas les tunnels. Donc, ils ne contrôlent pas le pays, en fait. Ils ont détruit le pays, une partie du pays, peut-être 75%, mais ils ne le contrôlent pas, parce qu'ils ne peuvent pas rester sur place. Et il y a une attaque la semaine dernière qui a été très significative, où les Israéliens se sont installés dans un campement qu'ils ont eux-mêmes installé près de Khan Younes. Ils ont fait une analyse du terrain, ils se sont installés là avec des personnes, avec les soldats, avec les chars, etc. Et puis en fait, ils se sont aperçus qu'à 30 mètres du camp, pratiquement dans le camp, il y avait la sortie d'un tunnel, la sortie d'une cheminée. Et ils l'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas fait le check du coin suffisamment précisément. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part qu'ils ne sont pas professionnels, chose que je dis depuis le premier jour, parce qu'on a envoyé les conscrits, donc les conscrits, ils ont quelques semaines de formation, mais en fait ils savent, on a bien vu les multiples images, etc., comment ils se tiennent, etc., comme des gamins, ils savent pas se battre, mais c'est pas des professionnels d'abord, et ensuite ils sont en danger dès qu'ils sont au contact des Palestiniens et qui sont pas à l'extérieur dans la zone de sécurité où ils sont un peu mieux, mais sinon voilà et les Palestiniens sont arrivés, le Hamas est arrivé pendant la nuit et ils ont mitraillé les types. Alors il y a des soldats du Hamas qui sont restés, mais je crois qu'il y a eu un certain nombre de morts aussi chez les Israéliens. Donc ils peuvent pas prendre Gaza. Alors par rapport à ça, le chef d'état-major sait très bien que s'il investit Gaza comme on lui demande, Gaza City comme on lui demande de le faire, d'abord, ça va être un bain de sang dans la population palestinienne, un bain de sang, ça c'est peut-être ça qui le gêne le moins, mais il va y avoir aussi un bain de sang pour ses propres troupes, deuxièmement, et troisièmement, la troisième chose qu'il va y avoir, ça va être que les otages vont être tués. Si le Hamas est obligé de sortir de Gaza City, ils tueront les otages. Donc, le chef d'état-major ne veut pas prendre cette responsabilité. Il ne veut pas prendre cette responsabilité. Il ne veut pas rester vis-à-vis de l'histoire ou dans sa carrière comme le boucher de Gaza City. Parce que on dira pas c'est Netanyahou, on dira que c'est lui. Donc, il veut pas. Alors, le Hamas a fait quelque chose que j'ai trouvé très intelligent, c'est qu'ils ont en parallèle négocié avec les Américains un cessez-le-feu qui est plus ou moins la base du cessez-le-feu qui avait été proposé par Netanyahou la dernière fois, avec, je pense, un certain nombre de changements, comme le fait que après le retour des otages, on remettra pas en route immédiatement une guerre, mais on négociera la suite. Bon, donc ils ont proposé ça. Et le chef d'état-major dit à Netanyahou, ben, écoute, t'as un cessez-le-feu, donc t'as qu'à l'accepter. Et lui, il est prêt à envahir Gaza City, mais il ne le fait pas. Et en même temps, il dit à Netanyahou, ben, accepte donc le cessez-le-feu, qui nous coûtera moins cher politiquement, militairement, etc. Et on règle le problème comme ça. Et entre les deux, il y a une tension très forte, avec évidemment une pression sur Netanyahou qui est énorme. Donc, il faut voir comment cette question va être réglée, mais moi je dis qu'il n'est pas évident que le chef d'état-major n'ait pas le dessus dans une affaire comme ça, que ça ne puisse pas cristalliser l'opposition à Netanyahou, qu'il ne puisse pas y avoir un certain nombre de militaires encore plus importants que les 600 ou 550 qui ont écrit ce texte en disant qu'ils refusaient la politique de Netanyahou, etc., etc. Moi, j'attends, je te le dis depuis longtemps, qu'à un moment donné, Netanyahou tombe. C'est ce que j'attends depuis longtemps. Et ça, c'est un élément supplémentaire. Donc, s'il y a ça, on évitera peut-être le bain de sang. Et par ailleurs, moi, je suis absolument persuadé que le chef d'état-major, il va se battre bec et ongle jusqu'au bout
parce que s'il met je dirais la main dans la souricière, il va se faire, il se fera arracher la main. Voilà. Et c'est dès le début, il a dit qu'il n'avait pas confiance dans cette opération qui est folle. On va faire revenir 60 000 réservistes parce qu'il n'y a pas assez de soldats. Il y a 40% des réservistes qui rejoignent pas leur base. Mais comment tu peux monter une opération aussi ambitieuse avec des forces aussi mal en point? Ça me paraît pas jouable. Bon. Donc on est exactement au milieu de cette bagarre, je dirais. Voilà. Pour résumer la situation. Voilà. Et par ailleurs, comment dire, j'incite les auditeurs à aller écouter la dernière vidéo d'un spécialiste américain qui s'appelle Scott Ritter, qui a fait une analyse sur le Hezbollah, et celle de Mearsheimer. Alors, que dit Scott Ritter? Il parle du Liban. Il dit d'abord, le Hezbollah, il va jamais désarmer. Il fait partie du Liban et quelque part, c'est la seule ressource militaire véritablement qui peut protéger le Liban contre Israël. Il dit que Israël n'a jamais envahi le sud Liban comme il voulait le faire et que de toute façon ils peuvent pas parce que le sud Liban est truffé de tunnels, de casemates et ils ont fait la même chose depuis 18 ans que ce qu'ils ont fait, que ce qui a été fait à Gaza, exactement pareil. Et que, à son avis, la raison pour laquelle le Hezbollah est très calme en ce moment, c'est parce que la dernière fois, en 2006, lorsque le Hezbollah a battu Israël, Israël s'est vengé en tapant sur Beyrouth Sud, sur Beyrouth, et une partie des Libanais ont reproché au Hezbollah d'avoir été l'élément qui a produit la punition d'Israël. Donc, le Hezbollah essaye d'éviter ça, mais dit Scott Ritter, ils sont tout à fait prêts à revenir au combat si nécessaire. Donc, le Hezbollah est toujours là, c'est un échec de Netanyahou. La Syrie, Trump a fait une déclaration en demandant à Netanyahou de rentrer chez lui pour éviter d'avoir demain les Turcs et après-demain les Russes qui vont revenir. Donc, à Gaza, il est coincé, en Liban, il est coincé, en Syrie, il est coincé, et puis, évidemment, en Turquie, il est coincé aussi, parce que la Turquie a gagné la guerre. Le mix qui est gagnant de la guerre moderne, c'est l'association des drones, pas chers, et des tirs hypersoniques. Si tu as ça, tu gagnes. C'est pour ça que les Russes gagnent, entre autres choses, sur la guerre d'Ukraine. Et ça, les Iraniens l'ont, le Sud l'a, et le Nord ne l'a pas. Donc, les Iraniens, j'ai vu que les Iraniens ont fait un certain nombre de déclarations en disant que ils attendaient que ils craignaient que les Israéliens les attaquent à nouveau. Moi, je pense que les Israéliens sont pas prêts aujourd'hui. D'abord, ils sont enfermés dans la guerre de Gaza. Je vois pas qu'ils peuvent monter deux grosses opérations ambitieuses comme ça. Et puis, surtout, alors, je pense que les Américains ne les suivront pas à nouveau. Je pense que les Israéliens n'ont pas pu faire la dernière opération sans avoir un accord explicite des Américains. Je pense ça. Donc, je pense que les Iraniens sont en train de se dire, si on arrive à obtenir de leur part qu'ils nous attaquent, c'est les Iraniens qui ont envie d'attaquer, c'est ce que je sens. Alors, ils le font pas parce qu'il faut toujours dans cette affaire montrer qu'on est l'agressé. Et ça, les Iraniens l'ont très bien fait jusqu'à présent.
Donc c'est pour ça. Mais je pense que les Iraniens ont reconstruit leur défense aujourd'hui, et ça serait intéressant de poser la question à Marandi si jamais on a la chance de l'avoir. Et je pense que les Iraniens aujourd'hui se verraient bien leur refaire une petite guerre de 15 jours et bombarder encore ce qui reste d'infrastructures en Israël pour les approfondir, pour les affaiblir encore un peu plus. Et qu'entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tirer le Hezbollah à petit feu sur le nord, donc les colons du nord ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils font tirer les Houthis sur l'aéroport, etc. aussi. Donc, ils maintiennent un système, comment dire, ils maintiennent un système de désorganisation à bas bruit. Voilà. Pour obliger Israël à rester en situation de tension. C'est ça qu'ils font. Et ils ont le temps pour eux, puisque Israël s'appauvrit, ne produit plus. C'est une guerre c'est une guerre comment dire, dans la durée. C'est comme en Ukraine, c'est pareil. C'est une guerre sur la durée. François, voilà, je pense. Donc, pour résumer tout ça, je pense que ça, c'est la conclusion. La conclusion de Mearsheimer, c'est que Israël est cuit, quoi. Et moi, je le dis, mais je vais finir par en avoir la preuve. François, comment tu expliques que ni la communauté internationale, ni l'allié le plus fort, soi-disant, le plus fort, le plus favorable auprès des Israéliens, ça veut dire l'administration américaine représentée par Trump aujourd'hui, sont incapables de convaincre Netanyahu d'arrêter cette guerre génocidaire. Alors, je vais te dire ce que je pense. Même chose. Je m'excuse parce que beaucoup de monde ils pensent toujours que François Martin c'est ça veut dire quelqu'un qui voit Trump avec beaucoup d'admiration, beaucoup de sous-estimation de ses capacités diplomatiques, ses capacités de résoudre les conflits au niveau international, même au niveau de l'Ukraine, malgré ses sommets et tout, rien de concret, il n'a rien fait. Je vais t'étonner. Rien de concret. Je vais t'étonner. Je vais étonner les gens. Pour moi, et je vais te démontrer pourquoi je dis ça, Trump, c'est un véritable salopard. C'est un véritable salopard. Et je vais expliquer pourquoi. Il a fait un sommet à Anchorage, très bien, où il s'est rapproché de Poutine. Ils ont dessiné les contours de ce qu'allait être la suite, des relations directes entre les États-Unis et la Russie. Donc, ils ont véritablement dessiné quelque chose et un sommet historique. Ils ont marginalisé les Européens, donc ils ont très bien construit la suite dans ce sens-là, mais en même temps, Trump a négocié avec les Européens un deal comme quoi il allait leur livrer 100 milliards de matériel militaire américain que les Européens allaient payer pour livrer ça à Zelensky. Alors, en même temps, il dit aux Russes, on va se mettre d'accord, et les Russes, ils n'ont jamais changé d'avis, ils ont dit, ça doit passer par la démilitarisation de l'Ukraine, et ils ont dit, jamais un soldat européen sur le sol ukrainien, et en même temps, Trump négocie avec les Européens et avec Zelensky un accord comme quoi il va livrer 100 milliards de marchandises qui vont être livrées à l'Ukraine, et les Européens sont venus à Washington parce que dans l'accord, il y a
une espèce de garantie de Trump comme quoi il les appuiera pour envoyer des soldats européens qui sont des soldats de la paix, hein, une espèce de truc foireux imaginé par Macron, je pense, pour garder la paix à l'intérieur du sol ukrainien, chose dont on sait que Poutine ne voudra à aucun prix. Donc Trump, en fait, poursuit deux stratégies parfaitement contradictoires. Alors qu'il a un accord avec Trump pratiquement, il fait, pour faire plaisir à ses lobbies militaro-industriels, exactement le contraire. Alors, il y a une expression en France qui dit « il veut le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière ». Voilà, il veut tout. Il veut la paix, mais en même temps, il va livrer des armes à Zelensky qui ne veut pas faire la paix. Donc, Zelensky, qui était d'accord pour aller rencontrer Poutine, si on lui livre pour 100 milliards de marchandises dont il va détourner une partie, il va jamais aller rencontrer Poutine. Donc, en même temps, Trump dit « mais moi, je veux sauver les enfants ukrainiens qui meurent dans les tranchées, les jeunes soldats, et je veux le prix Nobel de la paix parce que je vais faire la paix. » Et en même temps, il livre des armes. Tu peux pas faire les deux, c'est pas possible. Donc, je dis, Trump est un salopard, en fait. Alors, ça va se terminer comment ça? Comment ça? Moi, ça ne m'inquiète pas, je vais dire. Ça ne m'inquiète pas d'une part. Et d'autre part, je pense que Trump est encore celui qui, moi, pour moi, français, est celui qui me rend le plus service. C'est pour ça que je poursuis. Mais cette affaire montre qu'il est parfaitement fourbe. Je le reconnais. Il est parfaitement fourbe. Alors, comment ça va se terminer? En fait, la réalité, et ça c'est Xavier Moreau qui l'explique dans son bulletin, les Américains n'ont plus d'armes à livrer. Les Européens n'ont pas d'argent à livrer, n'ont pas d'argent pour payer, et les Ukrainiens n'ont plus de troupes pour manœuvrer. Donc, ça va foirer. Mais j'imagine que Trump soit reparti dans Courage en disant ben maintenant c'est fini. Il n'y a plus d'argent et il n'y a plus de couverture satellitaire. La guerre serait déjà finie et à ce moment-là, Zelensky serait allé à Moscou immédiatement sans discuter. Donc c'est Trump qui entretient la guerre d'Ukraine parce que il poursuit deux stratégies contradictoires. Alors, je te dis ça pour te dire que s'il est capable de faire ça, moi je le pense parfaitement capable de tromper ses amis israéliens s'il pense qu'Israël, et je pense qu'il le pense parce qu'il n'est pas seul à le penser, Mearsheimer le dit, il y a de plus en plus de spécialistes qui disent que Netanyahou a perdu la partie sur tous les plans. Donc, il fait des réunions pour reconstruire Gaza, etc. Tout ça, pour moi, c'est du flan. J'y crois pas. D'autre part, je peux pas imaginer que Trump est un véritable sioniste parce que sinon, il se serait pas conduit comme il a fait. Il n'aurait pas fait le premier cessez-le-feu. Il n'aurait pas négocié avec les Iraniens. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait en Syrie. Il n'aurait pas levé les sanctions. Il aurait laissé Israël détruire la Syrie comme Israël voulait le faire, etc. Il n'aurait pas cherché à reconstruire. Donc pour moi, quand il appuie je le sens hein, comme ça, quand il appuie les Israéliens, pour moi, il n'est pas honnête. Je pense qu'il n'est pas honnête. Alors on va voir. Alors ensuite, on va me dire, ah mais oui, mais puisque tu es contre, puisque tu dis que c'est un fourbe. Non, encore une fois, le général de Gaulle qui allait négocier avec Staline ne trouvait pas que Staline était formidable. Il s'est simplement dit, c'est celui qui est en mesure de nous rendre service et de servir nos intérêts quand on en a besoin. Et ben là, c'est pareil. Je pense qu'au bout du compte, Trump choisira une solution qui est bonne parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Mais aujourd'hui, il joue. Moi, je pense qu'il joue un jeu, qui joue le jeu des Israéliens parce que
il pense que comment dire, ces lobbies derrière lui sont trop puissants et qu'il ne sait pas comment les retourner. Mais je pense qu'il va finir par le faire parce que, comme on l'a dit, Israël s'enfonce de plus en plus à un moment donné. Ça va paraître évident qu'Israël a perdu. Et par ailleurs, je pense aussi que le fond de l'affaire pour Trump, qui est son critère principal, c'est qu'est-ce qui nous coûte, qu'est-ce qui nous rapporte. Aujourd'hui, c'est clair que Israël est un centre de coût énorme qui ne rapporte rien. Or, demain, si Israël, si la solution à deux États se concrétise et si la guerre s'arrête, il y aura de l'argent à faire en Arabie Saoudite, il y aura de l'argent à faire en Syrie et il y aura de l'argent à faire en Iran aussi, évidemment. Parce que le grand enjeu dans cette affaire, c'est l'Iran. C'est là qu'il y a les ressources, bien entendu. Donc voilà, moi je poursuis cette théorie. Alors, je ne suis pas un pro-trumpiste, on a bien vu. Au contraire, je pense que c'est parce qu'il est fourbe qu'il peut sortir les bonnes solutions et tromper ceux qu'il a aujourd'hui, qu'il fait semblant de soutenir. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. On verra. Hein. Voilà ma thèse. Alors, sur l'Ukraine, je ne me suis pas tellement trompé. Hein. Sur la guerre d'Ukraine, je ne me suis pas trompé. Sur le fait que Netanyahou allait perdre toutes ces guerres, je ne me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Quand j'ai dit depuis presque 2 ans que ça allait être la guerre du Vietnam, Gaza, ça allait être la guerre du Vietnam et que Trump allait perdre et que Netanyahou allait perdre cette guerre de Gaza, personne ne me croyait. Je ne me suis pas trompé. J'ai raison aujourd'hui. Et Mearsheimer le dit. Il dit Gaza a gagné la guerre. Il y a 2 ans, j'étais le seul à dire ça. Voilà. Donc, je sens les choses comme ça. Merci infiniment, François, pour toutes ces explications. On vous invite, mesdames, messieurs, à interagir avec François Martin, à partager et à soutenir notre plateforme d'information associative alternative Espoir et Dignité TV. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, mon cher. Merci.